Alors, je vois que la salle s'est remplie, c'est très sympa. Effectivement, deuxième conférence de la journée, cette fois-ci avec les différentes associations professionnelles qu'on remercie pour leur participation. Je vais saluer chacun de nos intervenants. On va commencer par Daisy Facchinetti, qui est secrétaire générale d'Endia. Daisy, bonjour. Oui, bonjour. Merci. On a aussi Christelle Molin-Mabi, qui est présidente de la CNCEF Crédit. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Sophie Meunier-Poutot, qui est vice-présidente de la FIB. Bonjour. Bruno Rouleau, président de la PIC. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Pascal Labigne, vice-président de l'Anacofi Courtage. Bonjour à tous. Merci. Et en dernier, donc Étienne Cajouin, qui était trésorier, qui vient d'être élu président de la compagnie IOBSP. Merci. Bonjour à tous. Merci donc merci à tous les 6 pour votre participation. Alors évidemment, on a pas mal de sujets d'actualité concernant nos métiers de l'intermédiation bancaire. Et on va forcément aussi parler de la réforme du courtage. Ça va d'ailleurs être notre premier sujet. Et je voulais qu'on se pose une première question. C'est où on en est de cette fameuse QPC qui a occupé, échauffé les esprits tout au long de l'été. Je crois, Daisy, peut-être qu'on peut commencer par ton intervention, si tu veux bien, sur ce sujet. Super. Tout à fait. Donc le Salon du Crédit, la date tombait à point nommé, puisque depuis vendredi, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, a jugé en tout point conforme les articles qui étaient présentés devant lui. Donc à aujourd'hui, la réforme du courtage est considérée comme conforme à la Constitution. Néanmoins, donc, ce texte du coup, va être renvoyé vers le Conseil d'État qui, le cas échéant, peut apporter des modifications, mais vraiment minimes, hein, voilà, qui n'entache pas du coup l'entrée en vigueur pour tous les IOB, je suppose que vous êtes ou à venir, au 1er janvier prochain, donc au moment du renouvellement à l'ORIAS. Donc peut-être revenir un tout petit peu sur la genèse et puis de cette QPC. En fait, bon, peu importe qui a déposé ce recours, l'idée était que poser des interrogations sur la constitutionnalité, donc la liberté d'association, la liberté d'entreprendre, tant par rapport au périmètre de cette réforme, donc qui est concerné. Donc je le rappelle, ce sont les courtiers et leurs mandataires, sous réserve de quelques exceptions. Et aussi, du coup, les prérogatives, notamment de sanctions, je mets des guillemets, des associations, puisque l'une des seules sanctions de ces associations, c'est le retrait d'adhésion. Après, à savoir si on considère ça comme une sanction ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà ce qui était porté finalement devant le Conseil constitutionnel, en fait, qui a jugé que l'intérêt général, et notamment la protection du consommateur, n'empiétait pas finalement sur la constitutionnalité de cette loi. Donc à aujourd'hui, la loi s'applique pleinement. Donc les adhésions depuis le 1er avril, donc pour ceux qui étaient en démarrage d'activité et pour les intermédiaires déjà oriacés au 1er janvier l'année prochaine, n'est pas remise en cause. Ok, donc le message est très clair, Daisy, tu nous le confirmes. Effectivement, tous ceux d'entre vous qui êtes à l'ORIAS, on va entrer en période de renouvellement, on va évidemment avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants, mais donc ne perdez pas de temps à choisir votre association, très clairement. Tout à fait. Donc, dans l'esprit du texte, chacune des associations a 2 mois du coup, pour vous délivrer la fameuse attestation d'adhésion qu'il faudra produire au moment du renouvellement à l'ORIAS. Donc si on fait 2 mois, on arrive finalement 1er novembre pour le 1er janvier. Donc l'idée à aujourd'hui, c'est de choisir votre association qui vous délivrera l'attestation pour pouvoir la produire rapidement au moment du renouvellement à l'ORIAS qui, je le rappelle, s'ouvrira le 2 janvier, puisque le 1er étant férié. Très bien, merci beaucoup. Alors, question suivante, c'est finalement comment vous vous organisez au niveau des associations pour justement absorber ce choc d'adhésion qui va avoir lieu dans les toutes prochaines semaines. Je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier, Christelle, peut-être. Alors, comment on s'organise? Alors déjà, en tout cas en ce qui concerne CNCEF Crédit, nous avons recruté. Nous avons mis en place un système automatique pour que vous puissiez tous et toutes adhérer en ligne si vous avez besoin. L'idée, c'est de pouvoir faciliter notamment l'accès, vous, à l'adhésion et à votre attestation, mais surtout aussi faciliter le travail des gens qui sont derrière, puisque vous vous doutez bien que même si c'est un lien informatique, il y a quand même des gens derrière qui vont traiter et surtout vérifier en fait les informations que vous fournissez
pour pouvoir vous donner cette attestation sous 2 mois, comme l'a précisé Daisy. Merci Christelle. Sophie, si tu veux rajouter un mot sur votre organisation au sein de la FIB. Donc, même principe, on a créé un CRM, donc toute l'adhésion se fait strictement en ligne, avec téléversement de vos justificatifs. Et derrière, effectivement, les salariés de la FIB valident tous vos documents, votre cotisation, pour que ensuite vous puissiez aller télécharger directement votre attestation sur le site d'adhésion. Merci. Bruno, un mot pour compléter, si tu souhaites aussi. Non, pas forcément, puisque Ouais. APIC n'est pas association agréée, Exact. c'est NDIA qui porte ce sujet-là. Donc, Daisy a largement contribué. On reparle d'ailleurs tout à l'heure sur les autres sujets, mais effectivement, peut-être la NACOFI ou... Pascal. Oui, nous avons recruté, nous avons du monde véritablement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je tiens à dire expressément à tout le monde que les dossiers ont été traités immédiatement. Maintenant, il y a un petit problème qui intervient au niveau de l'ORIAS et que le retard qui est pris n'est pas dû aux associations, mais dû aux problèmes qu'on a rencontrés au niveau de l'ORIAS et qui ça a posé un problème énorme. Et on a été assaillis de téléphones et en nous disant « mais qu'avez-vous fait ?» On a essayé de faire au mieux et on a fait des relances. C'est en train de se résorber, c'est en train d'aller un peu mieux. Maintenant, au niveau du rush qui va venir, on ne sait pas trop comment ça va venir. Voilà. Alors, un petit mot sur l'ORIAS, puisqu'on avait la chance d'avoir le secrétaire général de l'ORIAS sur la conférence juste auparavant, qui parlait vraiment de mieux s'agissant du fonctionnement interne de l'ORIAS, etc. Et j'ai l'impression que ça commence à se ressentir, malgré tout, au niveau des immatriculations. Ça va nettement mieux, mais il ne faut pas oublier qu'on avait du retard et que maintenant, il faut voilà, résorber le encore du retard. stock, voilà. Et ce qu'on espère, c'est résorber le retard avant les nouvelles inscriptions. Bien Ça, sûr. c'est impératif, puisqu'en fait, nous, on a pris l'option de faire une vérification à l'entrée, donc de toutes les pièces, puisqu'après, je vous rappelle que dans le cadre de la loi, on aura une vérification une fois tous les 5 ans. Donc, on va vérifier le maximum à l'entrée et après, on va faire un échelonnement pour savoir de quelle manière on travaille. Donc, tout ce travail de fond est déjà fait. On a déjà mis des gens pour faire ce boulot. Maintenant, il faut que tous les rouages arrivent à se faire. Je rappelle quand même qu'au niveau de la loi maintenant est définitive, mais des décrets, puisque comme elle revient devant le Conseil d'État, il peut y avoir des modifications sur les décrets. Et là, on a quand même des inquiétudes si on avait des modifications informatiques à faire, ce qui est quand même très compliqué pour les associations de gérer. Il faut savoir que c'est un coût énorme pour les associations de ce qu'on a fait au niveau du travail. Merci Pascal. Étienne, si tu veux rajouter un mot aussi sur ce sujet. Oui, au niveau de l'ORIAS, effectivement, nous on a peur qu'il soit pris un petit peu au dépourvu par rapport, on va dire, au délai très, très réduit qui nous reste. Nous, au niveau association, on est organisé, on est prêt, on gère énormément de flux. Maintenant, on est digitalisé, donc normalement ça devrait le faire. Donc voilà, on vous attend. Très bien. Est-ce qu'on peut rappeler justement pour nos amis du public, quelles sont les pièces que vous allez demander chacun d'entre vous dans le cadre de la réforme, donc pour l'immatriculation, pour l'inscription, pardon, à l'association? Un mot, si quelqu'un veut prendre la parole sur... Ouais, Daisy. On tourne. Alors, du coup, je me permets aussi de rappeler Bien comment sûr. NDIA fonctionne. Du coup, pour rappeler peut-être que, compte tenu de ce recours, NDIA avait pris le parti, en revanche, de mettre en suspens ses investissements, ses travaux. Tout ça est derrière nous maintenant. On passe en vitesse accélérée, un peu comme sur un magnétoscope. Voilà. Donc, on avance assez vite pour pouvoir accueillir les adhérents qui le souhaitent. Côté NDIA, donc nous, on a pris le parti de faire les vérifications après, comme nous le permet la loi. Donc au niveau de l'adhésion, tout est dématérialisé, que ça aille de la création de compte au règlement à la complétude. Les seules pièces à fournir pour NDIA, du coup, ce sont les RC Pro pour une ou plusieurs activités selon du coup, votre immatriculation et vos souhaits d'immatriculation, et la garantie financière, alors, plus côté assurance que côté IOB, mais néanmoins, voilà, ce sont les 2 pièces qui sont à charger sur notre système d'information, qui seront à renouveler du coup, annuellement, un peu sur le même process que l'ORIAS. Et après, tout le reste du coup est déclaratif, et ces éléments déclarés seront ensuite vérifiés dans un délai de 5 ans.
Après, moi, j'ai juste un tout petit mot pour l'ORIES, compte tenu de mon ancienne vie. Moi, je suis assez sereine parce que les process mis en place de traitement par l'eau, de déclaration pour compte, je pense qu'on est tous ISO sur le sujet. Je n'ai aucun doute sur la priorisation mise par l'ORIES sur ce point-là, ce qui permettra aux associations d'informer l'ORIES de votre adhésion, si tant est que vous l'ayez fait avant la date fatidique de fin de renouvellement. Ça, après, c'est à chacun du coup de gérer son timing, mais ce qui permettra à tout le monde d'avoir un renouvellement, tout ce qui est de plus classique, puisque cette information sera déjà enregistrée pour votre renouvellement. Voilà. Ok, très clair. J'en profite, si vous avez des questions à poser justement sur le fonctionnement, sur les démarches à entreprendre, n'hésitez pas, avant qu'on passe au deuxième sujet. Il y a un micro qui peut circuler. C'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de questions? Bon, super. Alors, en préparant aussi cette table ronde, on s'était dit on ne va pas ne faire que parler de la réforme du courtage. Il y a déjà eu beaucoup d'informations qui ont été données. On vient de faire un petit rappel ensemble sur comment ça allait se manifester. On a voulu aussi donner la parole aux visiteurs du salon. On avait envoyé un emailing il y a une 8aine de jours justement pour savoir quels étaient les thèmes que vous souhaitiez voir abordés par les associations autour de ce sujet central, c'est être courtier demain. On le sait, on est sur un marché qui évolue énormément, qui bouge beaucoup, avec des contraintes que l'on connaît tous aujourd'hui. On ne va pas tous citer toutes ces contraintes, peu importe, mais voilà. Et on voulait se projeter ensemble avec les associations sur la manière d'exercer notre métier en 2023 et après. Et je voulais vous proposer une première question que l'on va poser en direct aux associations. Une question posée par une personne qui s'appelle Steve Alidor, qui est à la centrale de financement, et qui nous indique en cette fin d'année, depuis l'été 2022, les banques nous imposent un stop and go, ou plutôt un stop. Ce sont les mots de cet intermédiaire en crédit. Les banques ne prenant que leurs propres clients, ne pouvant pas prendre en charge les prospects. Et la question de Steve que je vous pose, c'est effectivement, est-ce que vous ne croyez pas que le rôle de courtier est tronqué ou tout simplement remis en cause car nous n'avons pas un éventail de solutions assez large pour mettre en avant notre valeur ajoutée? Je trouve que cette question, elle est intéressante parce qu'elle résume beaucoup de sentiments que peuvent percevoir aujourd'hui les IOBSP, quel que soit leur statut, courtier, mandataire, indépendant, franchisé, etc. etc. Une question donc intéressante. Qui souhaite se lancer sur ce sujet? Bruno, c'est toi? Je sens les regards se pointer vers moi. Là. Allez, on y va, Bruno. Non, en plus, oui, ça serait... Enfin, c'est un avatar, c'est moi qui ai posé la question. Ah, c'est toi, d'accord. Non, c'est Steve qui a posé la question. En l'occurrence, alors c'est effectivement une bonne question parce que c'est quelque part la mise en illustration de la situation qui est particulièrement compliquée actuellement et qui est radicalement inédite. Aujourd'hui, on peut faire des références. Alors, je sais bien qu'aucune crise ne fait référence à une autre crise, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a un sujet qui est non seulement un sujet immédiat, blocage, taux d'usure, HCSF et j'en passe et des meilleurs, de toute façon, tout s'enchaîne. Et la deuxième chose, c'est un sujet structurel. C'est-à-dire, en fait, on est sur une problématique de modèle, à la fois du modèle bancaire qui est en train d'évoluer, mais aussi le modèle de la distribution qui est en train d'évoluer. Alors, ça n'est qu'un avis, je n'ai pas de boule de cristal par rapport à ça. Par contre, sur les questions très précises. Alors déjà, je ne veux pas être défenseur des établissements bancaires, mais néanmoins, ce n'est pas forcément que leurs clients qu'ils servent. Aujourd'hui, il y a plusieurs établissements bancaires qui ont un vrai problème également pour pouvoir servir leurs clients. Sachant qu'aujourd'hui, sur le crédit immobilier, si on ne parle que du crédit immobilier, on pourrait aussi aborder le sujet du RAC qui est un peu particulier, ou le crédit professionnel qui va arriver de toute façon. On va en dire un mot juste après. Ça. Mais en tout cas, sur le sujet du crédit immobilier, on a un pincement de marge qui va s'accentuer, puisque vous avez peut-être entendu ou vous avez peut-être lu, c'est qu'a priori, Madame Lagarde ne nous a pas laissé le choix, elle nous a d'ores et déjà annoncé que dans 2 jours, on va prendre 75 centimes dans la figure, donc, et sans doute 50 centimes de plus dans quelques semaines. Dans tous les cas, voilà. Les banques, aujourd'hui, elles ont un sujet, c'est que quand je prête, normalement, je dois prêter au-delà du coût de ressources. Or, aujourd'hui, le coût de ressources, et s'il vous plaît, faites abstraction du raccourci sur l'OAT, mais simplement, le coût de ressources, aujourd'hui, déjà, il est variable d'un établissement à l'autre, selon la capacité à collecter. Mais la deuxième chose, c'est que les banques, aujourd'hui, ne seront en aucun cas capables de gagner de l'argent sur l'intermédiation du crédit. À partir du moment où on est comme ça, vous avez 2 hypothèses. Soit
vous décidez de vendre à perte, qui théoriquement l'aurait interdit, mais vous pouvez éventuellement purger une particularité. Et là, vous allez avoir des banques qui sont prêts à consommer une partie de ces fonds propres, parce que c'est sur leurs fonds propres, en regard à la situation, et se dire, voilà, j'ai l'habitude de faire 1 milliard, je ne vais pas faire 1 milliard, je vais faire que 200 millions, et sur ces 200 millions, je vais paumer du pognon, puisque je sais déjà que je vais prendre un 25 dans les semaines qui arrivent, un 25 de baisse, enfin de baisse de marge. Ou alors, vous avez des banques qui aujourd'hui, soit parce qu'elles se télescopent avec leur propre organisation interne et la propre mutation, soit parce qu'elles ont elles-mêmes, au sein de leur organisation capitalistique, des contraintes, et à ce moment-là, elles décident carrément d'arrêter la production. Donc, le sujet, il n'est pas simplement je privilégie mon banquier, je veux défoncer le courtier, parce que j'ai aussi beaucoup lu ça dans la presse, notamment au mois de On a juin. vu beaucoup ça, effectivement. Ouais. Alors, certaines banques que je ne nommerai pas ici, qui ont été particulièrement touchées par ce genre de propos, mais en l'occurrence, certes, peut-être que certaines caisses régionales, certains établissements bancaires en profitent, entre guillemets, pour essayer de mettre une pression, et je ne vais pas le dénier, là-dessus, sur la partie des intermédiaires, pour instaurer quelque part une baisse qui va être pérenne sur le coût de la commission et de l'apport de clientèle, mais n'empêche que dans la réalité, c'est un problème structurel. Et c'est là où, aujourd'hui, on va être devant une situation où, pendant quelques mois encore, on va avoir ce phénomène de pincement qui est même plus qu'un pincement, c'est un ciseau qui va se retourner. On va même avoir une inversion de courbe des taux qui commence à se profiler, les taux courts étant plus chers que les taux longs. Et à ce moment-là, la banque, elle n'a pas d'autre solution que de stopper ou de freiner sa production par rapport à ces sujets-là. Donc voilà, alors est-ce que nous, parce que je voudrais quand même répondre, est-ce que nous, on est tronqués par rapport à ça ? Oui et non. Oui, parce que forcément, on a moins d'offres qui nous est à notre disposition. Non, parce qu'on a la possibilité néanmoins de basculer sur des lettres de conseil et puis d'exercer quand même notre métier. Alors, ce n'est pas forcément le métier de courtier tel qu'on a l'habitude ou tel qu'on voudrait éventuellement pour certains le pratiquer, mais en tout cas, c'est une possibilité néanmoins. Et puis la deuxième chose, c'est que dans tous les cas, la banque aussi, donc on va aussi accompagner. Et là, je pense que dans une période chahutée comme celle-ci, ok, c'est facile pour moi de le dire qu'il va falloir patienter un petit peu, mais c'est aussi dans ces périodes chahutées que le rôle du courtier et le recours au courtier est le plus important. Et on a toujours amélioré, mes cheveux blancs me permettent d'en parler un petit peu, dans toutes les crises qu'on a connues, ces moments-là où le consommateur s'est davantage retourné vers le courtier, alors que quand vous avez une courbe des taux qui est systématiquement très plate, au bout d'un moment, quand vous n'avez rien qui bouge sur le marché, on va vers le banquier parce que c'est tellement plus simple pour le reste. Tu veux dire par là plus de valeur ajoutée finalement pour le rôle du courtier en quelque sorte. Oui, je ne veux pas mobiliser le micro, et puis ceux qui me connaissent un petit peu, il y en a dans la salle, ils savent que je suis assez avant-gardiste sur ces propos-là. Je reste persuadé que le courtier aujourd'hui fait très bien son boulot dans l'intermédiation du projet. Est-ce qu'on n'a pas à se poser des questions sur notre façon d'exercer notre métier sur l'intermédiation du client ? La nuance, elle est peut-être subtile, mais elle est importante. Dans un projet, je suis one-shot, j'accompagne mon client sur son dossier. Dans le projet, c'est ça. Dans le client, je suis sur la durée avec lui. Et aujourd'hui, le pincement des marges, la baisse de rentabilité que je vais avoir one-shot avec mon client va m'obliger à réagir différemment. Et il y aura des stratégies différentes. Il y aura des courtiers qui vont se diversifier. On le voit déjà largement se positionner depuis quelques semaines et quelques mois. Des activités connexes, l'ensemble de l'intermédiation, ou alors des autres activités. On voit beaucoup d'immobilier arriver, de gestion de patrimoine arriver, etc. Mais même parfois, on va aller sur de la valeur ajoutée addictive, sur des services et de l'accompagnement dans tous les cas. Donc, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être qu'elle n'est pas partagée, mais en tout cas, je pense que on n'aura pas le choix. Sinon, on est tous à pleurnicher, et puis on va aller faire un pèlerinage, comme certains, et puis en espérant que ça ira mieux dans 6 mois ou dans 1 an. C'est intéressant ce que tu disais, Bruno, sur la diversification, puisque vous vous souvenez, la question qu'on avait posée aux visiteurs du salon, c'était être courtier demain, c'est quoi ? Et donc, voilà, un élément de réponse par Bruno. Pascal, je te voyais réagir au propos de Bruno tout à l'heure. Non, je réagissais par rapport aux relations bancaires et par rapport à tout ce qui se passe au niveau bancaire. Il est vrai, on dit les taux ont augmenté, ils ont monté de manière considérable. On a un OAT qui a pris 2,80, 2,90, donc effectivement, personne n'a prévu. On s'aperçoit que
la disparition des sociétés financières que nous étions avant, crédit foncier, crédit immobilier et autres, qui étaient capables de répondre au marché immédiatement. Là, les banquiers de réseau sont restés tranquillement sur un swap qui était là, plat, et ils n'ont absolument pas anticipé ce qui se passait. Donc on voit et on s'aperçoit aussi que quand les taux étaient faibles, les banquiers nous disaient on ne fait pas de marge, puisqu'on est à zéro et on ne fait pas de marge. Maintenant que ça remonte, on ne fait pas de marge parce qu'on ne peut plus faire de marge parce qu'on est bloqué. Il y a eu une relation aussi qui a été faite au niveau des pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics, quand ils ont sorti le HCSF qui nous a bloqués, maintenant le taux d'usure, qui lui, c'est pas une surprise, le taux d'usure est bloqué mais naturellement parce que la hausse brutale des taux ne peut pas anticiper le taux d'usure. Donc là, à moins d'une réforme qui n'est pas systémique et qui ne se fera pas sur ce niveau-là, il y avait juste un blocage qui pouvait être fait. Mais néanmoins, il ne change rien puisque la hausse des taux, là, à l'heure actuelle, on ne la connaît pas et les banquiers ne peuvent pas la maîtriser. Donc c'est assez compliqué de gérer. Mais on s'aperçoit pour nous, qui sommes des tout jeunes avec des cheveux un petit peu blancs, comme je disais, c'est que dans tous les revers, et on a déjà connu, en 98, on a déjà connu des là, et qu'on s'aperçoit que les gens qui sont le plus près de la clientèle, c'est les courtiers, les gens qui connaissent le terrain, c'est les courtiers. Et je discutais tout à l'heure avec les gens de Crédit Logement qui ont anticipé en se disant, bon, ben là, on est à moins 40%, c'est ce qui va tomber, ça va revenir. Et maintenant, comment on va redémarrer ? Et peut-être que, alors toutes les associations travaillent, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on se réunit tous les mois, que tous les mois on intervient auprès de tous les pouvoirs publics, les ministères de la CPR et autres, et que le travail qu'on fait est un travail de fond. Et ce qu'on souhaite, c'est que de pouvoir être les premiers pour dire, bah, écoutez, nous on a les solutions pour que vous puissiez redémarrer le plus rapidement possible. Et là, le courtier a tout son intérêt, et je vous assure que même si on fait le dos rond pendant quelques temps, on va revenir sur le marché parce que on est publicité par les associations de consommateurs, par tout le monde, et on a un vrai rôle. Et cette réforme du courtage a le mérite de devenir une profession complètement réglementée. Plus on sera réglementé, plus on sera efficace devant les pouvoirs publics en disant, bah, vous voyez, maintenant, vous ne pouvez pas nous objecter qu'on fait n'importe quoi. On est à nos formations, on a les diplômes, on est là, on existe. Donc, vous ne pouvez pas nous... Et on continuera de se battre. On se bat pour le co-courtage, on se bat pour la réforme, pas pour la réforme. Le mandat existe, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance au niveau bancaire, et on continuera à faire ce qu'on sait faire depuis des années. Très bien, merci Pascal. Christelle, tu veux rajouter un mot, bien sûr. Moi, je voudrais rajouter que, en fait, c'est vrai qu'on constate tous, on a des difficultés en ce moment. Maintenant, on a des difficultés dans l'intermédiation à proprement parler. Notre métier en lui-même, de conseiller le client, de l'accompagner sur du long terme et non plus sur du one-shot. En fait, le problème est sur le modèle peut-être économique et pas forcément sur notre métier en lui-même. On fait un super métier, on accompagne nos clients, on est capable de les conseiller à 360 degrés, pas forcément de faire juste une opération. Moi, je me dis toujours que dans toute crise, il y a une opportunité. Peut-être qu'effectivement, le modèle, il faut le changer. Je n'ai pas de réponse à proprement parler. Moi, je pense qu'on a une vraie possibilité de mettre en avant ce qu'on est capable de leur apporter. Le mandat, oui, le mandat est reconnu dans les textes. On est bien d'accord, il n'est pas bien reconnu auprès des banques. Maintenant, il faudra peut-être travailler dans ce sens-là, et c'est ce que disaient Pascal et Bruno d'ailleurs. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait dans le fond. Peut-être qu'on peut travailler aussi sur d'autres sujets, type le mandat de conseil. Il y a plein de possibilités. C'est peut-être à nous aussi de réinventer ce métier qui est vieux. Il date déjà depuis pas mal de temps. Il y a eu une première étape en 2013 avec l'ORIAS. Maintenant, peut-être qu'on est arrivé à quelque chose où il faut voir sous un autre angle de vue et l'amener vraiment comme un conseil à nos clients sur le long terme. Alors, je ne vais pas rajouter parce que je crois que tous vous avez dit plein de choses, mais par contre, oui. Étienne. Ouais. Oui. En plus, effectivement, du stop and go qu'on a constaté, la marge des banques qui est souvent mise en avant, la loi de Lemoine est venue aggraver un petit peu la situation du point de vue bancaire. Parce qu'il faut savoir que le fait de faire l'ADE auprès de la banque leur donnait une marge supplémentaire et l'imposer surtout. Alors effectivement, il y a ça. On parlait du mandat. Au-delà du mandat, il y a la question qui nous est souvent posée, c'est la question de la TVA. Est-ce que le mandat conseil est assujetti ou pas à la TVA ? Pour ce qui nous concerne, effectivement, on a trouvé pas mal de choses qui étaient un petit peu paradoxales, puisque effectivement,
le mandat conseil, c'est un mandat, si on se réfère au texte IOBSP, c'est tous travaux préparatoires à un conseil au préalable. C'est le mandat conseil, c'est la définition même du conseil en amont. Et bien évidemment, tout ce qui va être intermédiation, c'est quelque chose qu'on va retrouver entre le courtier et la banque. Donc il y a bien une relation d'intermédiation. Mais dans la définition même de l'IOBSP, on retrouve ces travaux de conseil préparatoire. Si c'est le cas et qu'on arrive effectivement à mettre ça en avant, ça veut dire tout simplement que ça n'est pas assujetti à la TVA, puisque l'IOBSP ne comprend pas dans son substrat la TVA. Après, il y a le mandat de conseil, comme on peut le voir en amont avant tout travail. Mais là, on rentre dans un autre domaine. Est-ce qu'on est toujours dans l'intermédiation lorsqu'on fait du conseil qui va déterminer toute une stratégie avec des conséquences patrimoniales? Est-ce qu'on n'est pas plus dans une approche qu'on va, nous, à travers les différents acteurs de la finance, assimiler comme de la CJA, du conseil juridique approprié, et qui va demander d'autres agréments, d'autres diplômes? Voilà, la question est posée. Maintenant, j'ai échangé avec mes confrères. Pour trancher sur ce sujet, il sera probablement nécessaire de demander un rescrit fiscal à Bercy pour avoir une réponse officielle et au moins faire en sorte que les courtiers puissent se positionner de façon ferme et définitive et sans prendre de risques, sans prendre de requalification. Très bien, ouais. Merci Étienne. Juste, Bruno, avant de te passer la parole, je voulais revenir un instant sur le principe de rescrit fiscal. Donc, est-ce que c'est pas peut-être aux associations, justement, de... D'accord, ok, très bien. Justement, c'est avec la collaboration de toutes les associations qu'on va essayer d'avoir une réponse ferme. Bruno, tu voulais rebondir sur les propos d'Étienne. Tu m'en voudras pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta lecture de la loi. L'intermédiation bancaire, c'est la mise en relation entre deux parties. C'est pas notre métier qui est dépourvu, enfin qui est exempté de TVA. C'est l'objet de l'activité. C'est-à-dire que le 261C du Code général des impôts, effectivement, assimile le conseil à l'opération de crédit, et donc elle l'assimile intégralement sur la réalisation de l'opération de crédit. D'où la notion aussi de toutes les lois qui vont avec, Murcef, puis Lagarde, etc., etc. Ce qui veut dire que si jamais tu restes... Alors, en plus, je suis puriste. Sur la partie mandat conseil, pour moi, ça m'écorche les oreilles. C'est l'aide de conseil, au même titre qu'un avocat. Travaux préparatoires. Oui. Non, mais tes travaux préparatoires, il n'y a pas de sujet sur les travaux préparatoires. Mais les travaux préparatoires, c'est une mission de conseil. Ce qui veut dire que tu ne peux bénéficier de l'exemption de TVA. Alors après, il y a le sujet qui est souvent porté par Maître Denis sur quel est l'intérêt, enfin la lecture que peut faire la loi par rapport à ça. Mais en ce qui concerne, si tu limites à tes travaux préparatoires, je suis désolé, tu n'as aucune certitude sur l'aboutissement du crédit et donc tu ne peux pas bénéficier de la transparence du 261C. Donc pour moi, la lettre de conseil, si elle s'arrête aux travaux préparatoires, elle ne peut pas bénéficier de l'exemption de TVA. Mais c'est ma lecture. Moi, je fais référence à l'article 519 qui définit même l'objet, le substrat de l'IOBSP, dans lequel il est défini que tous travaux préparatoires à un conseil d'intermédiation revêt de l'IOBSP. Et c'est ça. Et on ne parle pas de franchise en base ou quoi que ce soit. C'est pas le métier, c'est que les travaux préparatoires sont tout à fait prévus dans le texte de loi par rapport au mandat de courtage pour préparer le dossier pour le courtage. Le mandat de conseil qui est fait est complètement à part. Et quand les gens viennent me trouver pour me dire on a fait un mandat de conseil puis on a fait un mandat de courtage en même temps, non, on fait d'abord du conseil et puis après on fait du courtage. Et les travaux préparatoires que tu parles, c'est un mixte des deux, ce qui n'a strictement rien à voir. Le mandat de conseil tel qu'il est, c'est de l'honoraire, puisque de toute façon il est complètement indépendant du prêt, puisque en fait c'est vous qui apportez une solution à un client, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc il faut faire attention parce que même si on arrivait à obtenir un rescrit fiscal sur la possibilité, il ne faut pas dire aux gens tout de suite, si vous faites du conseil, ne faites pas de... Il y a de la TVA, moi je peux vous le dire, parce que de toute façon, vous aurez derrière, au niveau de la TVA. Oui, Géraud, tu voulais parler. D'ailleurs, ce n'est pas... Excusez-moi, j'amène une précision avant de... Ce n'est pas un mandat de conseil, c'est un contrat de prestation de conseil indépendant. Et donc ça porte bien son nom, ce n'est pas un mandat d'un client qui nous demande de le représenter pour pouvoir aller lui chercher une solution dans un établissement bancaire.
Le contrat de prestation de conseil, c'est de lui amener un conseil large sur les solutions qui pourraient lui être apportées en termes de financement, mais non pas d'établissement bancaire. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de travaux préparatoires et d'intermédiation avec un établissement bancaire. Et donc à partir du moment où on est sur les travaux préparatoires et qu'on n'amène que du conseil, on est assujetti à TVA. Maintenant, ça mérite vérification, potentiellement. Enfin voilà, il faut que... Moi, je rejoins quand même bien Bruno et Pascal sur le fait que si, quand même, c'est du conseil. Donc conseil égale TVA. Ne prenez pas le risque pour le moment. Voilà, je vous le dis clairement. C'est ce que j'allais dire. Je termine. Effectivement, donc si on est sur du conseil et que la structure dans laquelle vous exercez est assujettie à la TVA, mais on peut être dans des structures où on est en franchise en base. Donc voilà. C'est un sujet différent. Mais la TVA, ce n'est pas juste... Dans le conseil, il est totalement indépendant des banques. Et d'ailleurs, on l'écrit purement et simplement dans le conseil. Donc effectivement, on n'est que dans le conseil. Et on est avec le client. On n'est pas dans le prêt. Merci, en tout cas, un échange vif et intéressant. Christelle, un dernier mot peut-être sur le sujet. Et effectivement, Vas-y. si votre structure n'est pas assujettie à TVA, là c'est un autre sujet. Mais la prestation en elle-même est assujettie. Merci. Géraud, tu es là. Oui, Géraud Cambornac, bonjour. Juste un mot, désolé Étienne, mais je vais dans le sens de mes ex-confrères. J'ai demandé un rescrit de TVA que j'ai obtenu et la direction des impôts considère bien que le conseil indépendant est soumis à TVA. Donc on peut passer à un autre sujet. Je vous transmettrai le rescrit si vous le souhaitez. Le conseil indépendant en intermédiation ? Le conseil indépendant, oui. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'ont dit Nous faisons du conseil indépendant dans d'autres secteurs d'activité qui sont assujettis, mais on parle vraiment de l'intermédiation. Je crois que ça faisait partie d'une des questions. Donc... Exactement. On va poursuivre. Merci Géraud en tout cas pour cette précision par rapport au rescrit que tu as obtenu de ton côté. Oui, pardon Bérangère. Est-ce qu'il y avait une hôtesse normalement avec un micro, je ne sais pas où elle est. Elle est là, voilà, super, merci beaucoup. Bonjour, Bérangère Dubu, donc l'UIC, syndicat professionnel pour les courtiers. Sur la question précédente, juste, où mon confrère demandait est-ce que c'est pas le métier de courtier qui est tronqué quand des banques font du start and go? Je pense qu'il faut changer de manière de voir les choses. Il faut reprendre un peu confiance. Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est pas notre métier qui est tronqué. C'est la banque qui choisit de ne pas prêter. Et nous, on va présenter à notre client le tableau des banques sollicitées, où il y aura l'intégralité des banques, et cette fameuse banque où on dira refus, la banque ne prête pas. Donc notre métier n'est pas tronqué. On a sollicité la banque. On lui a présenté le dossier. Elle a fait un refus qu'on a présenté au client. Et ça, je crois que c'est très important. Ce n'est pas notre métier qui est tronqué, puisque nous, on continue à solliciter, on continue à travailler. C'est les banques qui choisissent de sortir du crédit. Et ça, une fois qu'on a intégré ça, je crois qu'on est beaucoup plus serein dans notre métier, puisqu'il faut changer de cette sortie-là. Et moi, en tant qu'UIC, aujourd'hui, si on défend le mandat pour travailler librement, c'est de dire le client me mandate, je suis libre de solliciter la banque que je souhaite, la banque est libre de mettre un refus en effet, et on présente. Donc sortons un petit peu de ça et expliquons à nos clients que c'est les banques qui ne veulent pas prêter parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'il y a des fusions, il y a des rachats, parce que les taux sont compliqués, parce que le taux d'usure, et que cette banque-là a donné un refus sur son dossier puisqu'elle ne souhaitait pas prêter à ce taux. Voilà, c'est juste ce que je pouvais dire un petit peu au niveau, on quittait la technique, mais au niveau commercial et de la défense du métier. Non, tout à fait d'accord, Bérangère. Et en fait, ce qu'on souhaite, nous, c'est que le marché et le courtier IOBSP ait les possibilités d'offrir à toutes les banques. Et là, ce qui se passe, c'est que certaines banques disent on fait du stop and go, on ne veut pas du courtage. On ne voit pas, il n'y a aucun texte qui dit la banque, vous n'avez pas le droit là par rapport au courtier. Non, non, on veut l'ouverture complète. Et on est mandaté par un client, le texte de loi est prévu, c'est un mandat, c'est juridique. On représente le client et il n'y a rien qui nous empêche de s'asseoir à la table devant le banquier pour dire monsieur le banquier, je représente mon client et je viens parce que je suis un professionnel. La relation entre vous et moi, elle n'a rien à voir à ce niveau-là. Après, on confond les relations de partenariat que certains avaient avec des établissements bancaires et autres. Rien ne nous empêche de pouvoir déposer un dossier devant n'importe quelle banque. Tout à fait. Ça, donc, de toute voilà, façon, ne nous limitons pas, nous, et ne nous empêchons pas d'exercer Voilà. notre métier. Nous, je suis 100% d'accord avec toi. Nous sommes libres d'aller déposer où on veut et la banque prendra sa décision. Merci. Pardon. Là, devant, s'il te plaît. Oui, mais la réalité du terrain, c'est que lorsque vous n'avez pas de convention, la banque ne prend pas le dossier pour des raisons de secret bancaire, des raisons RGPD, tout ce qu'on veut. Mais ça, concrètement, on peut avoir beau déposer des dossiers,
Mais s'ils ne sont pas étudiés, la conséquence pour le courtier, c'est que il a perdu du temps. Voilà. Voilà, en fait, mon intervention, c'était par rapport à ça. Oui. C'était que la banque n'a absolument... on est courtier local, nous, on n'est pas national. S'il n'y a pas de convention signée avec la banque, elle vous refuse pas le dossier, elle ne le prend pas. Exactement. Voilà, donc c'est ça en plus la problématique. Alors, quelle est la stratégie à adopter à ce moment-là? Alors, je vais vous dire, moi, je suis courtier à l'heure actuelle et depuis j'ai pris une décision, c'est que systématiquement, maintenant, quand je reçois un dossier, je présente le dossier à la banque du client. Oui. Mais en tant que courtier. Et j'ai une objection de la banque, on dit on n'a pas de convention. Effectivement, je leur dis on n'a pas de convention, mais moi je représente le client, j'ai un mandat du client. Alors moi j'ai une autre possibilité, monsieur le banquier, c'est de prendre votre dossier et de l'envoyer chez le confrère. Et là, on commence à discuter. Et je vous assure que je suis en train de procéder ça, et sans rire et sans aller sur le contraire, sur 10 dossiers, j'en ai 8 qui sont passés en direct, directement avec le banquier, qui s'est dit, je vais peut-être avoir plus à perdre qu'à gagner. Alors, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas du bataille, que ce n'est pas de l'arrachage, mais c'est ce que disait Bruno, c'est la différence. Il faut qu'on fasse évoluer notre métier, il faut qu'on le fasse bouger, et de dire, et après, vous dites, mais attendez, j'ai un mandat, j'ai des associations derrière, et on s'est battu pour. Et vous verrez, on peut vous sortir des textes. Alors, espérons que le fait d'adhérer, du coup, maintenant, à partir du 1er janvier 2023, ça puisse faire changer ce genre de choses. Parce que je vous assure, je prends l'exemple de la Banque Postale, je ne sais pas s'il y a des représentants ou pas ici, la Banque Postale, à partir du moment où vous n'êtes pas un courtier national reconnu avec un certain volume d'affaires, merci, au revoir. Mais ça, c'est une volonté de la Banque Postale depuis le début. Mais alors, même le dossier de nos clients, si on va leur transmettre, ils vont dire, mais pas de convention, pas de dossier. Je ne refuse pas ton dossier, je ne le prends pas. J'ai une solution par rapport à ça. Je dis, ils ont déjà du mal à distribuer le courrier, alors je serais de vous, je ferai autre chose. Oui, ça c'est encore autre chose. Systématiquement, remettre le dossier à la banque du client, c'est pas forcément la solution. En tout cas, c'est pas ce qui est à quoi est voué notre métier, parce que l'objectif, c'est d'avoir quand même un conseil objectif, des panels de propositions assez exhaustifs, de façon à amener un conseil neutre et dans l'intérêt du client. Je suis d'accord, mais à l'heure actuelle, il faut que les IOBSP vivent. Donc après, il faut rendre la moins mauvaise solution dans une solution où quand le marché n'est pas ouvert en globalité, il faut trouver des solutions. Et je me bats pour la solution complète, je ne me bats pas pour la solution restrictive. Excusez-moi, quand vous avez amené les dossiers de vos clients à leur propre banque avec laquelle vous n'avez pas de convention bancaire, oui. Est-ce que vous avez facturé comme un mandat conseil assujetti à la TVA ou pas? Non, parce que j'ai un mandat de courtage que je transmets à la banque. Après, la banque ne le mette pas alors que je l'ai communiqué à la banque, je l'ai donné à la banque, il est signé du client. Après, moi, si le banquier ne veut pas l'intégrer dans son coût, c'est le banquier qui est responsable. Parce que moi, je lui écris pour lui dire, monsieur, n'oubliez pas mon mandat de courtage. Et ça, c'est impératif, puisque moi, j'ai un mandat de courtage et je l'ai communiqué. Je ne le fais pas en loose bé derrière, je lui dis, voilà, c'est comme ça. À partir du moment après, qui ne me rémunère pas, le banquier, je lui dis, je ne vous ai pas demandé de rémunération, je l'écris noir sur blanc. Je n'exige aucune rémunération de la banque. Par contre, j'ai un mandat. Après, on peut objecter en me disant, oui, mais à cause du mandat, ça ne passe pas dans le TAG et autres. C'est d'autres discussions, c'est d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir. Mais néanmoins, vous êtes en droit de le faire et vous êtes en droit. Et il faut le pousser de plus en plus parce que ça les amènera à réagir à un moment ou à un autre. C'est une forme d'éducation. Quand vous avez fait la carcasse, en fait, vous avez mis votre mandat de courtage dans les plans de financement. Par contre, ce sera enlevé de l'apport du client. On est d'accord? Parce que comme vous n'avez pas de convention avec la banque, dans les plans de financement, il ne va pas mettre votre frais de courtage. D'accord, ok. Non, mais Okay. en fait, on est tous d'accord aujourd'hui, de toute façon, que les situations sont compliquées. Non, mais on n'est pas en train de vous dire, tous autour de la table, on est tous opérateurs du marché, on n'est pas en train de vous dire, il n'y a que ça à faire et puis ça va passer, c'est la solution, vous n'y avez pas pensé, ce n'est pas le sujet. Simplement, c'est qu'effectivement, dans cette période compliquée, il y a des attitudes de partenaires bancaires qui sont différentes, quelquefois d'ailleurs en fonction de l'interlocuteur que vous avez. Selon que vous êtes en agence, à la direction de la prescription ou ailleurs, ou voire à la direction générale, vous allez avoir des disparités de réaction et d'attitude.
Une fois encore, le sujet, c'est, et Bérangère l'a rappelé très justement, c'est la reconnaissance du mandat. Elle a encore du chemin à faire pour être généralisée. Le monde bancaire méconnaît la plupart du temps nos réglementations, nos propres réglementations avec lesquelles ils sont censés être accoutumés. Ils ne les connaissent pas bien, ça c'est clair. Mais derrière ça, en tout état de cause, voilà, vous avez différentes opportunités. La solution de Pascal est une solution pragmatique qu'il a connue. Elle n'est peut-être pas transposable dans tous les établissements et dans toutes les régions, parce qu'il y a des régions aussi où c'est un peu plus dur, où les banques se parlent un peu plus entre elles et puis elles sont très dures. Il y a la solution de la lettre de conseil qui peut aussi permettre de réaliser dans tous les cas. Maintenant, moi, je ne suis pas favorable parce qu'on nous ampute déjà pas mal de rémunération. Si en plus je suis obligé de supporter une TVA dessus, c'est vrai qu'à un moment, je vais quand même bosser pour rien. Et dans tous les cas, maintenant, c'est la relation avec le client. Et là aussi, Bérangère avait complètement raison, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On est dans une sale période, mais cette période, elle n'est pas destinée à durer. Alors, bien sûr, il faut la passer, et je suis d'accord, hein, tout le monde ne va peut-être pas pouvoir la passer, tout le monde va peut-être pouvoir se décourager, on n'a peut-être pas la trésor pour le faire, mais en tout état de cause, derrière, ça va repartir. Et les banquiers, comme ils auront fait leur mutation et leur réorganisation, ils vont avoir besoin des intermédiaires pour pouvoir rebondir, parce qu'eux, ils ne gagnent pas d'argent si jamais ils n'ont pas des nouveaux clients, hein, parce que c'est les nouveaux clients qu'ils équipent, etc., etc. Donc, dans tous les cas, ces situations par rapport au modèle de mandat, oui, effectivement, vous pouvez y aller, vous pouvez faire valoir, vous aurez des gens qui vont vous faire une FNR, hein, non-réponse, et puis vous ressortez, et puis il y a d'autres fois, ça va pouvoir permettre de se passer. Mais ce qu'il faut avoir dans tous les cas en tête, c'est de servir le client et de faire professionnellement votre boulot. Après, c'est pas ça qui fait gagner du pognon, je suis d'accord, mais ça vous mettra à l'abri de toute réprimande de la part du client. Et puis ça permettra aussi de, c'est peut-être pas le bon mot, hein, éduquer, mais c'est vrai que le banquier, et je rejoins Bruno, il ne connaît pas notre métier. Et le travail d'insister, comme Bérangère le disait, d'insister pour pouvoir déposer le dossier, qu'il soit étudié ou qu'on ait un refus, mais en tout cas qu'il ait une réponse, en fait c'est notre job aussi d'éduquer, de forcer, d'insister, pas de forcer forcément, mais d'insister pour qu'ils puissent connaître notre métier. Nous, on travaille avec un universitaire qui est un peu spécialisé là-dedans, et en fait, on s'est aperçu qu'il y a 0 littérature sur les IOBSP. Et en fait, c'est limite inacceptable. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on est une profession qui sort de on ne sait pas d'où, mais qu'en fait, elle n'est pas connue. Et donc, je pense qu'on doit participer aussi à présenter notre métier, ce qu'on apporte aux clients, ce qu'on apporte aux banquiers, comment on travaille, et que ce mandat, en fait, c'est simplement un contrat, comme eux, ils font signer une convention de compte, et ben nous, on fait signer un mandat de recherche de capitaux ou un contrat de prestation de conseil indépendant. Mais en fait, on a vraiment des échanges à avoir avec eux pour pouvoir continuer à travailler, que ce soit avec leur propre banque ou avec d'autres banquiers. A répondu qu'en effet, il souhaitait respecter la loi et que le motif du refus n'était pas l'absence de convention. Donc on dit, écoutez, c'est parfait, on va continuer. CM-CIC, ça fait plus d'1 an qu'on a les courriers qui disent on respecte la loi, présentez vos dossiers. Et on les présente et ça marche. Non, mais attends, non, nous, nos adhérents, qu'on a un refus d'une agence, on leur renvoie le courrier de leur directeur et truc, et ils traitent le dossier. Moi, je bosse tous les jours avec eux. Aujourd'hui, on fait ça. Moi, quand un adhérent me dit le CIC refuse mon dossier, hop, madame, vous savez pas, madame Vielle, directrice juridique CIC truc, je mets le courrier, ils traitent le dossier. Caisse d'épargne, BPCE, moi-même sur le terrain, j'envoie un dossier en Ardèche, j'ai pas de convention, on ne traite pas. Je suis très surprise, le groupe BPCE respecte très bien le mandat, notre syndicat, l'UIC le sait, je leur mets les textes de loi courrier de Bruno Le Maire qui dit que les conventions ne sont pas nécessaires, qui m'a adressé. Le groupe BPCE me dit « Ok, on prend votre dossier ». Donc je ne dis pas que c'est facile, il y a des banques qui restent hyper réfractaires, mais si on continue nous-mêmes à s'auto-censurer et à ne rien faire, ça ne marchera jamais, ça fait 20 ans. Nous, aujourd'hui à l'UIC, je dis à mes adhérents, il y a un process, vous posez vos dossiers, quand ils vous disent non, on fait un courrier sympa, du courrier sympa, on prend un courrier d'avocat, et ça débloque. Sur BPCE, c'est plutôt cool. Sur CM-CIC, Société Générale... Ça dépend des régions, malgré tout. Il faut aussi le remettre dans le contexte. Alors, pour le coup, t'as raison. Mais s'il n'y a pas le syndic, le problème, c'est que si tu n'es pas adhérente et que tu ne me fais pas remonter, que le CM-CIC n'a pas traité ton dossier, et que je ne peux pas les contacter pour leur donner le courrier de leur directeur,
ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Donc c'est aussi le problème de l'action derrière coercitive avec les banques. Il y a des banques qui sont dures. BNP, c'est dur. Banque Postale, c'est dur. Banque Postale, on en est à 1 recommandé par mois. Petit à petit, ce qu'on demande, c'est ça. Mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas. Et quand on a des lettres de refus comme ça, puisque le ministre a dit que le mandat était nécessaire, on les collecte tous, et tous les 4 mois, on les envoie à Bercy, pour dire, regardez le nombre d'infractions. Je ne dis pas que c'est facile, mais que si nous-mêmes, on ne se positionne pas en se posant un peu sur la table, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, puisqu'on s'auto-censure. Et moi, la première, je me suis auto-censurée. Ce que tu fais, poser, déposer dans la banque, continuer. Crédit Agricole, il me refuse tous les dossiers, mais maintenant, il ne me refuse pas de les traiter. Il les refuse, et il me faut une lettre de refus que je présente à leurs clients. Et tous les mois, ils perdent 10 clients. Ça va commencer à les fatiguer avant moi, parce que moi, je les sors, les dossiers. Et c'est aussi ça, le rapport de force. Et quand tu fais ça sur Montpellier, où on est tous adhérents de l'UIC et qu'on fait tous pareil, ça commence à monter. Tellement bien que la CCI a écrit au Crédit Agricole pour leur dire de respecter la loi, et que la mairie m'a invité pour dire au Crédit Agricole de respecter la loi. Donc je dis bien que c'est pas facile, on n'est pas quelque chose au départ, on n'est pas habitué un petit peu à se poser, on est des commerciaux, on est là pour faire du business, on n'est pas politique, je suis d'accord avec vous. Mais si on ne se mobilise pas, ça ne fonctionne pas. Et la méthode forte, je suis désolée, hein, la manif à Paris, on a été reçus. La méthode forte, elle n'est pas très facile à assumer, elle est compliquée, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures manières. Alors, je vous propose qu'on passe à un autre sujet, puisque je vous l'avais dit, il y avait plusieurs questions posées par les visiteurs. Merci en tout cas pour ces échanges qui sont toujours enrichissants pour la profession. Une question justement qui touche la diversité d'activités. Une question, c'est un myope qui a souhaité rester anonyme, comme on dit, et qui nous dit, en résumé, je suis myope pour un courtier en crédit immobilier. Est-ce que je peux aussi être mandataire pour un packager en RAC et pour un courtier d'assurance sans que ce soit 3 fois la même personne? Alors, on touche au réglementaire? Moi, j'ai une réponse. Ah. Il faut que ce myope contacte son association. Parce que c'est un des jobs de l'association, c'est de dépatouiller un peu tout ça. Mais voilà, on peut amener la réponse. C'est intéressant, Christelle, effectivement. Mais là, même sans frais d'adhésion, on peut peut-être répondre. La réponse est oui, du coup. Sauf peut-être contrat d'exclusivité, mais ce n'est pas réglementaire ni législatif. En revanche, de toute évidence, être mandaté par un courtier d'assurance, on ne peut pas le faire en étant que myope. Donc du coup, il faut devenir mandataire en assurance. Donc ça, c'est déjà une première réponse. Du coup, ça nécessite 2 activités. Et pour tous les mandataires, du coup, dans la loi, du coup, il n'est pas prévu d'exclusivité. Et un mandataire peut proposer tout, que ça aille du crédit IMO au RAC, en passant par un peu de conso, enfin voilà, aucune limite. Aucune limite là-dessus, ouais. Sous réserve, effectivement, d'être bien inscrit dans ce cas-là, en catégorie MIA, s'il devient mandataire d'un courtier en assurance. Bruno, tu voulais préciser? Juste, effectivement. Packager, alors, je me méfie parce que la sémantique a son importance. Qu'est-ce qu'un packager? Je vous rappelle que le cocourtage en intermédiation bancaire est interdite, pour l'instant. Donc en l'occurrence, packager, soit il y a une relation de mandat qui est donnée, et là à ce moment-là, il y a une chaîne de mandat à respecter, donc il faudra faire attention aussi à ce que derrière, ça ne soit pas relayé par un nouveau mandat dans tous les cas. Et notamment aujourd'hui, où vous avez des gens qui sont avec des structures morales et non pas simplement en nom personnel. Donc ça, c'est le premier sujet, et concernant effectivement, je ne peux que renvoyer sur la notion que Daisy vient de vous donner, c'est qu'effectivement les 2 activités, et il faudra que chacun des mandants de ces 2 activités soit capable de pouvoir exercer avec ces statuts-là. Moi, je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que je rejoins tout ce que disaient Daisy et Bruno. Quand le packager va vous faire adhérer en tant que mandataire à l'ORIAS, faire attention aux catégories. Vous vous souvenez, quand vous êtes sur votre ORIAS, vous avez différentes catégories. Crédit immobilier, regroupement de crédit, viager hypothécaire et autres. Et autres, voilà. Ouais, c'est ça. Et moyens de paiement, voilà. Et donc, en fait, quand le mandant, en fait, vous inscrit, puisque, en fait, à l'ORIAS, quand vous devenez mandataire, soit c'est vous qui déposez l'attestation, soit c'est le mandant qui dépose l'attestation. Il faut faire attention aux catégories dans lesquelles il va vous inscrire. Vous savez que vous ne pouvez pas faire, par exemple, la catégorie crédit immobilier sous 2 statuts différents, MIOBSP et COBSP. Donc ça, c'est quand même important, et ça a surtout aujourd'hui une incidence
sur les formations continues que vous devez faire, puisqu'il va y avoir des formations spécifiques, alors d'une durée nécessaire, adaptée, voilà, ça c'est les textes. Si par exemple vous êtes en crédit immobilier, en regroupement de crédit, voilà, donc faites attention à ça au moment de votre renouvellement, donc 2023, de bien faire attention que vous êtes bien dans une catégorie par rapport à chaque agrément. Voilà, c'était juste une petite précision. La réponse a été donnée précédemment à la question. Merci beaucoup, Christelle. Une autre question qui est celle de ce marché de l'intermédiation bancaire qui a connu beaucoup d'opérations de rapprochement, de fusion, d'acquisition. Alors on ne va pas refaire tout l'historique et on ne va pas forcément citer des noms, mais et la question, alors une personne qui souhaitait rester anonyme là aussi, quelle place pour le courtage indépendant face à ces mastodontes qu'on commence à voir se créer au fil des années. Christelle, tu as le micro, continue. Oui, je continue. Parce qu'en fait, il n'y a pas de question. En fait, les courtiers indépendants, c'est la majorité des courtiers qui sont sur la place. Et que même si on est franchisé, on reste un courtier indépendant. Mais au-delà des franchises, on le voit dans toutes nos associations, il y a énormément d'enseignes, de façons de travailler, alors en respectant toujours la réglementation, mais le courtier indépendant, c'est la majorité des acteurs du marché. C'est un peu comme quand on parle du monde du salariat, tout le monde n'est pas salarié d'une multinationale. La majorité des travailleurs en France, ce sont soit des indépendants, soit des TPE. Et bien dans le monde du courtage, c'est la même chose. Il y a quand même de plus en plus de banques qui suppriment les conventions des indépendants pour des raisons de volume qu'on ne peut pas assumer en tant qu'indépendant seul. Parce qu'on peut être indépendant avec des salariés, on ne fait pas le même volume qu'un indépendant seul, où là, effectivement, on ne peut pas assumer les volumes qu'on nous réclame. Mais les gros réseaux sont aussi déconventionnés. Oui. Ils n'ont pas gardé toutes leurs conventions. Ah bon ? Ben non. Je l'ignorais. Et j'avais aussi juste une question, pendant que j'ai le micro, sur le cocourtage. Ça fait plusieurs fois que vous abordez cette question. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. J'allais revenir sur l'histoire du cocourtage. Et justement, la réforme du courtage telle qu'elle a été faite, on a mélangé deux métiers qui sont les assurances et les IOBSP. Je vous rappelle qu'au niveau de l'assurance, le cocourtage est tout à fait autorisé. Au niveau de l'IOBSP, il est interdit. Parce qu'au niveau de la CPR a été écrit un texte qu'il ne devait y avoir que 2 personnes en ligne directe, c'est-à-dire le courtier, le mandataire, éventuellement le client. Mais on ne peut pas prendre, moi, un dossier de La Rochelle pour aller le donner de l'autre côté, là, en disant non, c'est pas possible, on ne peut pas travailler ensemble, on n'a pas le droit. Sachez que toutes les associations, on se bat, qu'on a écrit, qu'on commence à avoir, et on a encore écrit à la DGT Trésor et on leur dit, maintenant que vous avez fait un contexte de loi, pourquoi on a 2 appréciations différentes ? Et on commence à avoir une écoute, puisqu'on a commencé à avoir un retour. Et sachez que tout ça, c'est du travail qu'on fait de fond et qu'on continue à faire. Et bénévolement, oui, tout à fait. Parce que il y a pas bénévolement. Je prends une association comme l'Anacofi, vous dites qu'il y a des frais d'inscription, il y a 35 salariés en permanence à l'Anacofi, il y a 5 juristes. Tous ces gens-là, il faut les payer tous les mois. Donc effectivement, on n'a pas augmenté là, mais on avait déjà un flux, parce que quand on parle après des inscriptions de ce qu'on va faire, nous on a le passé, puisqu'en fait on était CIF et autres, et on est déjà habitué à faire de l'information, du contrôle, et là on fait pas du contrôle, on fait de la vérification. Bon, effectivement, c'est complètement différent, mais néanmoins, tous ces métiers-là, plus ils vont aller en amont et plus on va être réglementé, moins on pourra nous opposer. Puis il faut prendre quelque chose qui est positif, c'est que vous avez tous remarqué que les banques, elles ferment des agences. Donc, comme elles ferment des agences, ça s'éloigne du client. Qui, mieux que le courtier IOBSP qui sera présent dans tous les secteurs, pourra, lui, devenir au niveau de la banque, l'interlocuteur du client. Il faut positiver parce que ça, c'est vraiment dans les 4 ans à venir, il va y avoir plein de fermetures. Et quand le banquier, tout de suite, il essaye de caser du personnel, donc il refuse de travailler un peu avec les IOBSP, puisqu'il se dit on va les faire bosser les nôtres. Ils s'aperçoivent que le résultat, il n'est pas forcément cohérent. Donc, quand ils reviendront à un moment, on l'a connu, ils vont se dire il faut venir avec des gens près du marché. Et je voulais rajouter un point aussi sur l'assurance. Il faut savoir que le marché bancaire à l'heure actuelle, c'est 87% de l'assurance prêt. 87%. Donc quand vous avez tous les faiseurs qui sont externes, c'est peanuts. Et
on fait partie d'une association qui s'appelle APCAD, qui est en train de se battre pour agrandir là. Donc, vous voyez, les associations, elles sont en permanence sur le terrain. Bon, par contre, nous, on n'a pas le droit d'aller manifester dans la rue. C'est pas possible pour nous. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on n'intervient pas et qu'on n'a pas un travail de fond à faire avec des syndicats. Juste pour compléter, dans IOBSP, effectivement, il y a SP. Il ne faut pas oublier service de paiement. Et effectivement, si l'évolution des choses, avec toutes les périodes difficiles, font qu'à un moment donné, il y a une résilience, une réglementation, je suis convaincu que ce métier sera vraiment un métier reconnu. On reconnaîtra le mandat, mais on reconnaîtra surtout le courtier. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Sophie, tu veux rajouter quelque chose ou... Non je croyais t'avoir vu faire un petit signe, c'est pour ça, excuse-moi. Super. Alors, ça touche quasiment à sa fin. On avait une dernière question qu'on souhaitait vous poser d'un certain Eric D, qui habite à Nantes. Chez nos voisins européens, je voulais qu'on prenne, voilà, qu'on élargisse un petit peu le débat hors de nos frontières. Chez nos voisins européens, c'est quoi la situation des courtiers? Est-ce qu'ils connaissent les mêmes turpitudes que nous actuellement, que ce soit sur les côtés de taux, que ce soit sur les côtés réglementaires, etc. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Je vais juste vous faire un bémol pour un de nos adhérents qui est administrateur chez nous, qui a ouvert une agence, enfin 2 agences sur le Portugal. Au bout de sa première année au Portugal, la banque l'a appelé pour lui remettre un prix au niveau du courtage en lui disant que c'était extraordinaire d'avoir un courtier qui présente des dossiers. Et je veux dire, on a le film, on a autre, au bout d'un an. Et on a passé ce film-là pour faire rêver les courtiers locaux. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Belle anecdote. Tu es en train de nous dire d'aller au Portugal, c'est ça? Donc, non. Alors, la situation est très hétérogène. On avait, au niveau de la PIC, régulièrement, on a fait une étude qui s'est enrichie. On l'a d'ailleurs présentée l'année dernière en pleine convention, etc. Il faut savoir que, d'une part, l'Europe essaye de trouver une harmonisation en ce qui concerne les différents statuts et les catégories. Mais les habitudes nationales ont la dent dure, et forcément qu'on ne peut pas transposer intégralement et littéralement les activités qui sont réalisées, parce que ça dépend d'une part de la maturité du marché, deuxièmement de la législation en place, troisièmement des habitudes des banques. Donc je vais vous donner simplement 3-4 pays pour avoir une idée un petit peu du balayage, et surtout les pays les plus limitrophes. Alors sur l'Espagne, vous oubliez le courtage tel qu'on le pratique. Il n'y en a quasiment pas. Ce sont soit des agents immobiliers qui décident d'accompagner plus loin, et donc on était plutôt sur un modèle de mandataire non exclusif tel qu'on l'avait connu un petit peu avant que les spécialisés arrêtent, et on est plutôt sur ce genre de domaine-là. Et sachant que derrière, pareil, toute la chaîne de production est complètement différente, puisque vous avez des actuaires qui interviennent avant le notaire, vous avez la banque qui transfère son modèle de cadre d'acte auprès des actuaires, et le notaire n'est là que pour valider l'ensemble des choses, etc. Donc on a des modèles complètement différent. La Belgique est sans doute le pays qui s'adapte le plus ou qui ressemble le plus à celui de la France. Sauf que vous avez des courtiers hyper spécialisés, c'est quand même un plus petit pays, un nombre d'acteurs bancaires qui est plus limité, et donc aujourd'hui ils sont très en avance sur la partie digitale, mais ils sont sur des métiers très spécifiques. Vous avez les courtiers en crédit conso, ça existe à part entière, et ils sont même assez nombreux, et vous avez les crédits immobiliers, et surtout vous avez une autre catégorie qui pourrait s'apparenter à ces anciens mandataires exclusifs qu'on avait en France avec le réseau, l'AN1, Crédit Foncier. Enfin, je ne sais pas, ils ont changé 36 fois de nom, Anténial et tout ça, et de toute façon aujourd'hui malheureusement ils ne sont plus là, mais en l'occurrence vous avez les agents bancaires indépendants, les ABI, qui eux dépendent directement, ils sont distributeurs représentants pour le compte de la banque. Et le métier du courtier tel qu'il peut être assimilé à celui du français est plutôt porté par les courtiers en assurance qui cumulent les casquettes. Néanmoins, sur ces courtiers spécialisés, immobiliers ou contrats à la consommation, depuis une loi assez récente, ça devrait faire 2 ans je crois, si je me souviens bien, vous n'avez plus le droit de percevoir de commission de la part de la banque. Ils ont coupé texto. Après, vous avez d'autres pays, l'Allemagne, qui était aussi assez proche de nous en termes d'organisation par rapport à la transposition de la directive sur le crédit immobilier. Mais là aussi, c'est pareil, le marché est assez étiolé, et dans tous les cas, la part de courtage n'est pas aussi forte en termes de proportion de pénétration que celui du marché français. Il faut
faut savoir que, et ça va être le côté positif, hein, on le disait tout à l'heure, et Pascal l'a répété, Christelle aussi, c'est qu'à chaque période de crise, on a rebondi de façon très positive. Premièrement, parce que y a un besoin pour la banque de capter des clients et sa propre force commerciale n'est pas suffisante pour pouvoir aller plus vite que les concurrents. C'est pas par rapport à nous, hein, c'est parce qu'ils se servent de nous pour pouvoir aller plus vite, marcher plus vite que les copains. C'est tout. Mais dans ces conditions-là, ils vont avoir, parce que le banquier sur un crédit immobilier, on sait très bien que la duration est à peu près stable en France. Hein, c'est pour la résidence principale, on est en moyenne aux alentours de 7 ans, 7 ans et demi à peu près. Et donc, il faut qu'ils grattent un maximum de PNB, de commissions, sur les premières années pour pouvoir être sûr, surtout que la volatilité derrière est très forte. Donc, le modèle de courtier derrière, en France, tel qu'il est construit là, même si on doit évoluer, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà évoqué, même s'il doit évoluer pour être encore plus près du client, dans tous les cas, ce modèle de courtier sera toujours une force adaptée et surtout d'ajustement, et c'est là où on voudrait faire la différence pour s'émanciper au maximum, mais une force d'ajustement sur les rebonds commerciaux des établissements bancaires. Donc non, il n'y a pas de situation qui soit vraiment comparable. La seule chose qu'on ait pu mesurer, et ça c'est depuis 12 ans, c'est que plus il y a de la réglementation, plus il y a de la confiance, à la fois de la part des consommateurs et parce que le banquier est protégé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre niveau de réglementation sur les courtiers, hein, les mandataires c'est encore un peu différent, mais sur les courtiers, il est équivalent et la mise en responsabilité du courtier avec les banques ou aux côtés des banques est en train de se généraliser dans les démarches jurisprudentielles. Donc aujourd'hui, soyez rassurés, mais plus on prend cette part de marché, plus on se responsabilise, plus on se professionnalise, plus on aura besoin en permanence de se remettre en question et de se réviser nous-mêmes aussi. Merci beaucoup Bruno. Étienne? Alors, pour compléter ce que disait Bruno, moi je vais vous raconter une anecdote personnelle. Alors, on n'est pas en Europe, on est au Canada. Je suis allé, il y a 5 ans, demander un crédit dans une banque canadienne qui s'appelle la Caisse des Jardins. Et bien, vous savez ce que m'a répondu la banque? Écoutez, je vais vous mettre en relation avec le courtier parce qu'on a beaucoup trop de réglementation et c'est trop compliqué en termes de conformité. Donc, c'est la banque qui renvoie vers le courtier. Voilà, donc peut-être... de bon augure. Voilà. Mais c'est intéressant. Oui. On prend 2 ou 3 questions dans le public. C'est vrai que les pays anglo-saxons ont un phénomène du courtage qui est beaucoup plus développé que nous. Je veux dire, en Grande-Bretagne et autres, le courtage, il est énorme. C'est une représentation. Et effectivement, aux États-Unis, au Canada, le courtier, c'est important parce que c'est lui qui connaît. C'est le véritable filtre de ce qui se passe. Et à un moment ou à un autre, quand il n'y aura plus d'agence, eh bien, on sera là. C'est effectif. Je suis courtier aux États-Unis et au Canada. Vous avez entièrement raison. Antoine aussi. La Caisse des Jardins est très très populaire. Les banques au Canada, ils ne veulent pas dealer avec les gens étrangers. Je suis venu ici de Miami et je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe et je vois que c'est le marché comme on était aux États-Unis il y a 25 ans. Okay. On a de la marge. Les banques, ce que je vois, font qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment de réglementation. Quand je vous parlais d'anecdote du Portugal tout à l'heure, c'est que le Portugal avant était calé comme l'Espagne. Et en fait, le fait d'avoir fait évoluer et d'amener du courtage dedans, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie valeur ajoutée. Et là, c'est le banquier qui s'aperçoit de la valeur ajoutée, ce qui est pertinent pour nous. Ouais. Merci pour ce témoignage outre-Atlantique intéressant. Madame. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est le moment de la poser. Je voudrais savoir quel est le contentieux vraiment actuellement pour les courtiers. Quel est le sujet principal du contentieux et comment on se place là? Combien ça coûte? Quel est le sujet? Contentieux client ou contentieux contrôle ACPR? Contentieux client? Oui, client IOB. Qu'est-ce que vous entendez par contentieux client? Je me demande s'il y a du contentieux et lequel. Par exemple, souvent, je me dis que il y a des questions que je me pose concernant les délais, par exemple, les délais de la condition suspensive d'accord de prêt. Dans quelle mesure on est tenu ou pas? Il n'y a pas de contentieux pour l'instant, mais je me demandais s'il y en avait, si c'en était un potentiel ou pas. C'est le contentieux du courtier par rapport à l'extérieur. C'est ça.
il n'y a pas énormément de contentieux, Il y a pas parce beaucoup. qu'en fait, à partir du moment où il y aurait énormément de contentieux sur le courtage, il y aurait des réécritures de loi en vous disant bah, ils ne font pas leur travail et autres. Et c'est vrai que là, le courtier, et puis toujours une valeur ajoutée, ce n'est pas une valeur négative. Et vis-à-vis des banquiers, je peux vous assurer que s'ils avaient pu démonter le courtage en disant tous les problèmes qu'on a viennent du courtage, ils l'auraient fait depuis longtemps. Hein, et je peux vous assurer que là, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils savent très bien qu'on leur apporte des dossiers de qualité. Ils savent très bien, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le dossier de qualité. Et puis le plus, ils veulent reprendre le tout. Et là, il y a notre travail de fond et il y a notre clientèle. Et on s'aperçoit que quand on a des bons clients et qu'on les amène à la banque, le client, il nous reste fidèle. Et quand vous avez le banquier qui vient voir votre client et qui vous dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé direct ?» Mon client, il lui répond bah parce que vous, à 18h le soir, vous n'êtes pas disponible. Parce que mon courtier, quand je l'appelle, il me répond. Et puis le samedi, il me répond. Et ça, c'est la véritable différence. C'est pour ça que notre métier il sera toujours important. Eric, juste un chiffre, puisque c'est bien qu'on soit précis. J'avais eu l'occasion, excuse-moi, je te redonne la parole juste après. Juste un chiffre, UFC Que Choisir, qui est quand même un organisme qui en général collecte et qui est très organisé. Quand je discutais avec le représentant sur la partie banque assurance, me faisait état, j'ai pas de problème pour le divulguer, d'à peu près 10 000 réclamations qui leur parvient par an sur la partie banque et 10 000 sur la partie assurance. Il dit c'est à peu près identique, ça suit à peu près la même chose. Et sur ces 10 000, moins de 100 concernent les intermédiaires. Ça vous donne une idée. Bravo aux IOB alors. Un super chiffre effectivement Bruno à méditer. Peut-être encore une question. Je viens de Belgique et je dirige une boîte informatique qui fait les logiciels pour les courtiers de crédit. Et on voit vraiment une augmentation de la digitalisation. On a des demandes en permanence d'être de plus en plus digitales. Et j'ai fait le tour de votre magnifique réunion ici. J'ai trouvé que ce n'était pas encore très digitalisé. Alors, j'étais aussi au Canada. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes en avance en Belgique ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'en Belgique, on a très peur justement de cette digitalisation, cette automatisation qui va à la fois nous éloigner du monde bancaire et puis à la fois, malheureusement, nous éloigner du monde des courtiers de crédit par une grande automatisation. Est-ce que vous sentez déjà ça ici ? Alors, vas-y Bruno, par contre, un mot. pour Eric, c'est un de ses sujets favoris, donc je vais le laisser principalement répondre, mais simplement, regardez de l'autre côté de votre pays, qui est un peu le mien aussi, pour aller voir en Hollande ce qui se passe, et vous allez voir ce qui va arriver en Belgique. Donc, on est aussi en Hollande. Mais voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir que la réponse pour la France, ce n'est pas un problème des courtiers, ce n'est pas un problème des éditeurs de logiciels. Le sujet en France, c'est qu'un logiciel n'a d'intérêt que si vous communiquez. Pour communiquer, il faut 2 personnes. Du côté de la banque, ils ne sont pas prêts aujourd'hui à ouvrir. Ils sont à la bourre. Donc, ils ont retardé sur DSP2, ils ont retardé sur aujourd'hui. La nouvelle directive européenne DORA est en pleine construction. Le temps qu'elle soit transposée après directement sur les droits nationaux, ça va mettre encore 2-3 ans. Et moi, je pense qu'effectivement, mais de toute façon, c'est la trajectoire que prend la relation avec le courtier. Après, chacun en fera ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a des courtiers qui vont se mettre full digital, il y a des courtiers qui vont se mettre figital, j'aime bien ce néologisme-là qui me plaît, sachant que c'est à ce moment-là la notion du l'outil au service de la relation physique avec le personnage. Mais vous êtes simplement un petit peu plus en avance que nous, parce que les banques nous freinent de ce côté-là. Elles sont un peu à la bourre, comme beaucoup, sur ce sujet-là, et elles ont besoin aussi, par contre, il faut leur reconnaître qu'elles ont un carcan réglementaire et juridique qui est très compliqué à contourner. Merci Bruno, et donc j'en profite pour vous informer que la prochaine conférence aura lieu à 15h sur ce thème justement de la digitalisation d'activité. Voilà, merci à tous et merci à nos 6 invités.